Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Hello Gunners et bienvenue au 84 Coup de canon Street ou plus précisément au quatrième épisode de Coup de canon de cette saison 2025-2026. Deuxième opus de la série de bilan après le bilan de la défense animé de main de maître par Nitinia en présence du président Corentin et de Louis Tartex. Il est temps aujourd'hui dans cet épisode de s'arrêter et de s'attarder sur les milieux de terrain. Declan Rice, Martin Zubimendi, Martin Ødegaard et Berechi Eze, Ethan Nwaneri, puisque oui, il fait partie de l'effectif des milieux de terrain en début de saison, Mikel Merino, Christian Nordgaard, et pour ceux qui auraient déjà écouté l'épisode sur la défense, bien évidemment que l'on va parler de Miles Lewis Kelly. Pour m'accompagner, j'ai l'honneur de recevoir deux champions d'Angleterre. J'ai nommé Louis de Paris et Nicolas Bourset. Messieurs, les champions, soyez les bienvenus dans Coup de canon. Salut Salut Raoul, Raoul, salut Louis. salut tout le monde. Messieurs, ravi de vous revoir. Nicolas, ça faisait un certain temps, donc ça fait C'est toujours vrai. plaisir de te voir. Et puis Louis, bah voilà, toujours un grand plaisir, même si tu es un peu plus régulier. Avant de vous lancer, messieurs, sur le bilan du milieu de terrain d'Arsenal la saison 2025-2026, comme Nitinia a pris le temps de le faire avec Louis Tartex, j'aimerais qu'on revienne très rapidement sur cette finale de Ligue des Champions et de voir un petit peu comment vous l'avez vécu, où est-ce que vous l'avez regardé, et grossièrement ce que vous en avez pensé maintenant, 9 jours après la tragique fin de cette séance au tir au but. Et on va peut-être commencer par toi, Nicolas. Ouais. Du coup, non, 9 jours après, Alors, je vais juste à introduire, moi, je voulais la PL quoi qu'il arrive. Donc, j'étais plus Team PL que Team C1, en gros. Comme Donc, beaucoup, je ouais. suis arrivé sur cette finale déjà très heureux. Maintenant, comment je l'ai regardé, comme tous les matchs un peu chauds pour Arsenal, ou même si c'était une finale de Coupe du Monde, le plus souvent, j'avoue, c'est dans un endroit clos, je suis tout seul, je suis dans ma bulle, je me stresse tout seul, etc. Mais en fait, bizarrement, sur cette finale, j'ai pas eu tellement le temps de stresser parce que dès le départ, il y a eu le but d'Havertz que j'ai quasiment loupé. Et après, ça a été, on va dire, le bus, quoi. Et moi, franchement, j'ai cru qu'on allait les taper. Vraiment, je vais être honnête. Je pense comme beaucoup d'autres, je me suis dit, on va les taper en contre à la 85e et c'est terminé. Et puis après, même sur les prolonges, j'y croyais pas trop mal. Et dès qu'on a amorcé les pénaltys, dans ma tête, je me suis dit, c'est mort. Les pénaux, c'est pas notre truc. C'était mort. Et voilà comment je l'ai vécu. Et puis après, j'ai reçu plein de messages de mes potes. Ouais, vous êtes une équipe, c'était horrible votre match, machin, etc. Donc bon, j'ai désamorcé le truc à la mesure. Et dès le lundi, j'avais les maillots parisiens autour de moi au boulot. Voilà comment je l'ai vécu. Louis, de ton côté, alors on sait, hein, toute la communauté maintenant sait bien que tu as regardé le match, les volets fermés, seul chez toi. Euh, alors c'est vrai qu'on est 9 jours après la finale, on va dire une dizaine de jours après, mais sur le moment, est-ce que comme Nico, tu y as cru fortement? Et au final, quel est le sentiment qui prédominait à la fin de cette séance de tir au but et de ce tir au but manqué par Gabriel? Bah oui, effectivement, je pense que tout le monde y a cru dans la mesure où tu pousses quand même le Paris Saint-Germain jusqu'au tir au but, alors que le Paris Saint-Germain était clairement favori. Moi, clairement, pour être honnête, j'avais très peur de l'humiliation, un peu comme l'Inter avait subi la saison dernière. Mais bon, heureusement, on ne se prend pas une humiliation. Mais honnêtement, il y a beaucoup de déceptions. Déjà, la première déception, c'est forcément, tu perds quand même une finale Ligue des Champions, alors que c'est un trophée que tu n'as jamais remporté. Euh, je me dis toujours, voilà, c'est une finale Ligue des Champions. Par exemple, la dernière fois, Raoul, je réfléchissais au fait, tu as bien connu la finale de 2006. Est-ce qu'au moment de du coup de sifflet final en 2006, est-ce que tu imagines même qu'Arsenal, la prochaine finale Ligue des Champions d'Arsenal, soit 20 ans après?
Peut-être, on ne sait pas en fait. Peut-être que la prochaine finale Ligue des Champions, elle sera dans 10, 15, 20 ans. Et peut-être qu'on n'aura plus jamais pareille occasion de soulever la Coupe du Monde dans les 10 ou 15 ou même 20 prochaines années. Donc forcément, il y a de la déception. Alors je ne dis pas qu'on ne peut pas la remporter dans les saisons qui arrivent, hein. Forcément, on peut le faire avec des bons mercatos et en ciblant les postes intelligemment, on pourrait le faire. Mais déjà, il y a cette première déception du résultat. Il y a la deuxième déception, c'est l'approche qu'on a du match quand même. Je pense que marquer aussitôt, c'était peut-être le meilleur moyen de se lancer dans le match, mais c'est peut-être aussi le pire parce que j'ai trouvé que mentalement, on s'est dit, inconsciemment, on s'est dit, bon, on va reculer, on a fini par poser le bus et plus rien proposer. Donc il y a quand même la déception sur l'approche du match, même si globalement je peux comprendre, puisque intrinsèquement Paris était une équipe plus forte que nous. Ça, il y a pas de contestation possible. Donc on a essayé de jouer sur nos qualités, quitte à vraiment refuser le jeu. Et la troisième déception, c'est le niveau de certains joueurs affichés sur cette finale. Je pense que vous en avez suffisamment parlé, mais quand tu as des cadres qui répondent aux abonnés absents sur une Ligue des Champions, je pense par exemple à Odegaard qui sort à l'heure de jeu, Oh, un milieu de terrain. Je pense à Saka qui se plante aussi totalement dans son match. Il y a une triple déception et il y a une dernière déception, c'est bah, au sortir de cette finale, je trouve que le capital sympathie du club, il est parti en fumée, quoi. Les gens qui ne regardent jamais Arsenal et qui ont mis la télé là pour cette finale Ligue des Champions, en fait, ils se sont dit, en fait, c'est une équipe qui est vraiment dégueulasse, Arsenal, sans regarder les autres matchs, tu vois. Et du coup, je trouve que le capital sympathique que le club pouvait avoir auprès de Français sur les dernières années, je pense que là, elle est totalement partie en fumée, malheureusement. Ouais, bah alors pour revenir là-dessus très brièvement, je pense que le capital sympathie, ça fait un bout de temps que on l'a pas de par aussi la Mhm. presse française et étrangère. Exactement. Mais pour autant, si il devait y avoir, et on en a effectivement parlé dans les derniers épisodes, si mais pas avec vous, s'il devait y avoir quelque chose qui ressort de cette défaite, c'est, je trouve, les liens encore plus renforcés de la communauté pro-Gunners, parce que on vous en a un petit peu parlé dans le dernier épisode, ce que l'on a pu voir et ressentir à la fin du match comme au lendemain euh, lors de la parade. Encore une fois, avec une grande fierté, c'est une grande fierté de faire partie de cette communauté. Après, effectivement, il y aura l'image que l'on aura montrée lors de cette finale, mais les plus, je veux dire, posés et les plus objectifs des gens qui auront vu la finale sauront reconnaître que la prestation défensive livrée par Arsenal a été monstrueuse parce que on laisse absolument rien à ce PSG qui a fait peur à un grand nombre d'équipes. Mais voilà. Enfin bref, on espère y retourner l'année prochaine ou dans 2 ans. L'avenir nous le dira, mais effectivement, on espère ne pas attendre plus de 20 ans comme la précédente édition. Messieurs, je voulais citer juste avant, je veux donc Raez, Zubimendi, Ødegaard, Eze, Nwaneri, Merino, Nordgaard et Lewis Kelly. J'ai envie de commencer par, j'allais dire, faire des groupes. Je vais m'expliquer. Faire des groupes, à savoir que quand on regarde une photo très large de cet effectif du milieu de terrain, en fait, on se rend compte que il y a deux leaders. Alors, deux leaders. En tout cas, il y a deux joueurs qui auront été surexploités, à savoir Declan Rice et Martin Zubimendi, avec respectivement plus de 4400 minutes pour Rice et 4300 minutes pour Zubimendi, ce qui est énorme. Seul Raya, mais encore une fois, c'est un gardien de but, fait mieux dans cet effectif-là. Je crois qu'il lui, il a 4600, je crois. Après, on a Eze, un petit peu tout seul, avec un peu plus de 3000 minutes. Et pourtant, on sait que Eze a été aussi mis sur le banc des accusés après son erreur face au premier but de Villa, lorsqu'il défend mal sur Cash. Et puis après, on a deux joueurs à 1900 minutes, à savoir Merino, alors que moi, Merino, j'ai l'impression qu'il a loupé la moitié de la saison, et Martin Ødegaard. Puis Christian Nordgaard avec 1040 minutes, mais il y aura beaucoup dedans de matchs de club.
Et merde, j'ai pas Lewis Kelly, pardon, mais et Nwaneri avec 150 minutes. J'aimerais, dans un premier temps, messieurs, qu'on s'arrête à ça parce que on avait construit un effectif qui était censé faire souffler les uns, soulager les autres. Et puis, force est de constater que, soit par manque de forme de certains, ou soit par choix purement stratégique ou tactique ou d'affinité du coach de l'autre, eh ben, on retrouve absolument pas cette unicité que l'on aurait dû retrouver, en tout cas pour certains. Louis, de ces chiffres-là, de minutes jouées, est-ce que tu en tires déjà une première conclusion? Ah bah oui, totalement. La première conclusion, c'est que, bah, tout simplement, Rice, c'est le boss de l'équipe, du milieu de terrain, du groupe, de l'Emirates, de Londres, de la Première Ligue, de tout ce qu'on veut. Effectivement, il est surexploité, compliqué de le faire souffler parce que bah, c'est tellement le leadership incarné, le moteur de cette équipe, le visage de cette équipe, que c'est très compliqué de le faire souffler parce que tu sais que derrière, tu n'as aucun joueur qui puisse effleurer son niveau, sa détermination, ce qu'il provoque en termes de niveau autour de lui. Donc oui, le boss absolu, bah, on sait on l'a bien vu cette saison, c'est Declan Rice. Rien que le fait de sa phrase en fin de saison, It's not done après Manchester City, bah, ça reflète à peu près toute sa saison. Et après, bah, il y a Martin Zubimendi aussi, qui lui, pour le coup, a aussi été surexploité, mais la différence, c'est que lui ne connaissait pas la première ligue. Il a peut-être moins le rythme et la pression d'une course au titre comme Rice a pu les avoir dans la saison précédente. Donc c'est un petit peu déraillé en fin de saison. Mais sa première partie de saison à Zubimendi, elle est réussie. On peut pas lui enlever ça. Il met 5 buts. La plupart de ses buts sont sur la première partie de saison. Il réussit vraiment des matchs. J'ai encore l'image du match contre Forest, je crois, où il met un doublé, par exemple. Il a montré de bonnes choses, mais après, voilà, c'est peut-être un joueur qui n'a été pas habitué à l'intensité Première Ligue, qui n'est peut-être pas habitué aussi à une course au titre, parce qu'il vient de l'Espagne et de la Sociedad, où c'est un club qui peut être dans l'ombre des gens de Liga, mais quasiment jamais dans une course au titre. Donc mentalement, c'est aussi des choses qui sont compliquées à gérer. Mais sinon, voilà, à part ça, il y a eu aussi beaucoup de déceptions dans cette saison. Je pense à notre capitaine Martin Odegaard, qui a moins de minutes que Mosquera, par exemple, qui est une recrue, et qui a accumulé 7 blessures cette saison. Et puis, pour le peu de matchs qu'il a joué, ça a été très compliqué. Mais voilà, vraiment, pour moi, la vraie question, c'est est-ce que cette saison va renverser le capitanat, le leadership, les On va totems y venir, d'immunité ouais. que certains joueurs ont au milieu de terrain, quoi. Ouais. Nico, toi de ton côté, est-ce que, alors je vais pas te demander si tu es surpris par ces chiffres, puisque finalement, en suivant Arsenal toute la saison, on sait très bien quels joueurs ont été surutilisés, mais est-ce que tu t'attendais en début de saison avec le mercato que l'on a fait, notamment, est-ce que tu t'attendais à un rééquilibrage et un turnover peut-être un peu plus important? Bah, effectivement, en début de saison, quand on avait eu l'effectif complet, une fois le mercato terminé, etc., en soi, oui, je m'attendais à ce qu'il y ait un turnover plus important. C'était le sujet sur les dernières saisons, c'était en fait de faire, d'être avec un groupe qui tire un peu la langue plus la saison avance, parce que pas moyen de faire tourner, et on était obligé d'avoir certains joueurs qui allaient à des postes qui, sur le papier, n'étaient pas le leur. Maintenant, un peu comme a pu le dire Louis, un Zubimendi, on s'attendait à ce que ce soit un joueur qui fasse beaucoup de matchs numériquement, on va dire, qui venait remplacer le départ de Partey et c'était effectivement sur le papier quelqu'un qui devait être titulaire et en soi, sur sa première partie de saison, c'était fortement justifié. Après, en gros, on se disait on va avoir un milieu de terrain titulaire qui va être de base un Rice, Zubimendi, Odegaard et avec des joueurs qui l'intégreront, permettront de souffler, permettront un peu de monter en puissance. Et c'est là qu'on s'attendait à voir notamment, par exemple, à Ethan Nwaneri,
Un Eze qui était arrivé un peu sur la fin du mercato. On attendait de voir un peu ce que ça allait donner, dans quel type de poste, dans quel type de, on va dire je dirais d'animation aussi, parce qu'il a un rôle assez particulier le concernant. Et puis même au départ, c'était quelqu'un qu'on attendait peut-être même plus sur un côté gauche, par exemple. Donc en soi, pour être un peu plus synthétique, je peut pas dire que il allait avoir forcément un renversement des statuts, mais je m'attendais à davantage, et tu l'as exprimé à travers les minutes qui ont été effectuées par chaque joueur. Bon, je m'attendais à davantage de turnover. Là-dessus, bah, on l'a dit, et Louis l'a précisé, surtout beaucoup de blessures côté Odegaard, un Moneri qui finalement reste toujours un peu un mystère, a été prêté, les raisons de son prêt, est-ce que à l'entraînement, voilà, comment ça se passe? C'est toujours un peu ce qu'on peut se poser comme question dans ce type de cas-là. Et puis, au-delà de ça, et on rentrera peut-être sur les cas individuels avec parcimonie, mais on regarde à titre d'exemple que moi je pensais voir davantage sur la saison. Donc, moi je trouve que le turnover que je pensais voir, il n'a pas forcément eu lieu. Les raisons sont probablement différentes entre blessures et méforme ou manque d'adaptation à notre collectif et animation. Ok. On va justement un petit peu rentrer dans le détail de votre ressenti, débattre dessus. Et puis, on va peut-être commencer par la note un peu négative avant de garder la plus belle des notes pour la fin. À savoir, messieurs, je vais vous demander quel a été pour vous, dans la liste des joueurs que nous avons cités en introduction de cet épisode, quelle a été pour vous votre plus grande déception dans l'effectif des milieux de terrain? Et Nicolas, je te propose de garder la parole et de nous dire pour commencer quel a été ce jour-là. Et puis on verra avec Louis si vous avez le même ou pas. Et puis après on discutera un petit peu du pourquoi, du comment et ce que l'on aurait pu attendre. Alors, sur cette question, bon, moi je vais être obligé effectivement Ça va faire mal. de simplifier ma pensée, on va dire ça. Non, Martin Odegaard, pour moi, c'est forcément une déception. C'est un joueur que je vois tellement haut dans notre effectif, dans l'animation qu'il a de notre équipe en temps normal, hein, je parle, dans les attendus en tout cas, de par son leadership, qui est certes pas un leadership extraverti, si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas par l'exemple, on s'attend beaucoup mieux. Alors, on a eu beaucoup de blessures le concernant cette année, donc c'est toujours quelque chose qui est un peu à nuancer, mais pour regarder les faits, il n'avait pas été suffisamment présent. Les fois où il a été présent, c'était pas suffisamment satisfaisant. Les stats ne sont toujours pas là, une année de plus. Et ça pèse de plus en plus pour Martine. Si je suis peu objectif, je dirais ouais, mais à la fin, celui qui fait l'action décisive, on va dire, pour nous amener le but du championnat, c'est lui, et ça tient pas la route. Là, en soi, son année, elle est pas bonne. Et peut-être que quand on fera des projections un peu plus tard dans le podcast, je redirai autre chose le concernant. Louis, est-ce que au niveau de déception, tu rejoins Nico par rapport à la déception du capitaine Martin Ødegaard ou est-ce que tu as une autre déception, mais qui peut être non pas forcément sur la qualité d'un joueur, mais pour son utilisation, pour son comportement, pour pour un tas d'autres choses? Bah, effectivement, c'est compliqué de ne pas évoquer le cas de Martin Odegaard quand on parle de déception. Donc évidemment, quand tu te dis que Arsenal prend la Première Ligue, jamais t'imagines que Arsenal prend une Première Ligue alors que Martin Odegaard passe totalement au travers de sa saison, alors que c'était un peu c'était le leader de notre milieu de terrain, c'était notre capitaine, c'était le mec qui était là au tout début du projet. Donc vraiment, tu dis que c'est vraiment une déception sa saison et on espère qu'il va se remettre dans les bons rails. Mais après, à titre personnel, moi j'ai une autre déception, c'est Nwaneri.
Parce qu'en fait, moi, je suis un énorme défenseur d'Ethan Nwaneri. Voilà, je me dis que à chaque fois, je repense à sa saison 2024-2025, quand il arrive dans le groupe pro, quand on lui a dit, écoute, t'as pas trop le choix, tu vas devoir jouer sur l'aile droite, et qu'au final, quand je compare avec la saison de Madueke, bah, je ne trouve pas que Nwaneri ait été très en dessous de ce que Madueke nous a proposé cette saison. Alors, ok, c'est un milieu de terrain et on a voulu le réessayer au milieu de terrain, enfin le réessayer, le replacer au milieu de terrain, son poste originel. Mais moi, la vraie déception, c'est qu'on a essayé de le mettre dans le milieu de terrain au moment où Arteta voulait encore absolument évoluer avec ses trois milieux de terrain. On a attendu de Nwaneri qu'il fasse du haut de garde, c'est-à-dire temporiser, redescendre, un peu comme Eze en fait. Redescendre, orienter le jeu, jouer un peu entre lignes, alors que c'est pas du tout son profil. Et ma déception, c'est que en fin de saison, sur la deuxième partie de saison, plutôt, Arteta repasse plutôt sur un 4-2-3 avec un double pivot et un milieu offensif beaucoup plus libre. Et là, d'un seul coup, ça va beaucoup mieux sur le milieu de terrain et c'est vraiment un poste qui colle parfaitement à ce que Nwaneri peut nous proposer. Donc moi, j'ai vraiment une déception parce que je ne pense pas qu'on doit l'utiliser comme un Martin Odegaard, mais on doit vraiment l'utiliser comme un 10 ou un 9,5 pur parce qu'il a la qualité de frappe de balle, il a la vitesse, il a l'intelligence, il a la puissance, il a la qualité technique, pardon. Et quand je vois qu'on souhaiterait le vendre pour des raisons comptables, eh ben, j'ai la même déception qu'il y a quelques semaines ou quelques mois quand on évoquait la vente de MLS parce qu'à ce moment-là, il ne jouait pas et qui représentait pour le club un pur profit. Et finalement, quand il a pris patience, il a attendu, Arteta l'a remis au milieu de terrain. Et d'un seul coup, la dynamique du milieu de terrain a été changée. Et c'est peut-être cette dynamique-là qui nous donne le titre. Parce que MLS arrive à réussir à totalement inverser la tendance au milieu de terrain. Et donc, je me dis que Nwaneri a largement les capacités pour le faire. Il l'a démontré sur sa première saison, en plus sur un poste qui n'était pas le sien. Donc, je peux comprendre que comptablement, un joueur formé au club, ça représente un pur profit donc c'est intéressant. Mais en termes de qualité intrinsèque et qualité pure, euh, pour moi, je ne comprendrais pas qu'on puisse vendre un joueur comme Nwaneri, en fait. Il y a trop de talent dans ce joueur. Certes, son prêt à Marseille n'est pas réussi, mais le contexte marseillais joue beaucoup aussi. Il arrive parce qu'il est demandé par De Zerbi et De Zerbi est viré, je crois, 15 jours après. On peut aussi forcément pointer du doigt son travail et son investissement à Marseille. Ben, il l'a fait d'ailleurs. Donc ça, c'est peut-être aussi un problème à soulever, ce qui peut peut-être expliquer aussi le fait que Arsenal cherche plutôt à le vendre qu'à le garder. Mais si on arrive à le remettre sur des bons rails et à lui dire attends, apprends, prends ton temps, attends, tu vas avoir ta chance, bah, pour moi, c'est un joueur qui peut totalement inverser la tendance et qui peut te faire passer un gap, je pense. C'est très intéressant justement que ce genre de déception ressorte finalement d'un débat comme celui-ci, parce que je pense que la communauté Gunners est majoritairement unanime sur le fait de dire que la grosse déception en termes de niveau affiché, en termes de leadership manqué, c'est Martin Odegaard, parce que Louis, tu as bossé les stats, je t'en remercie, on va en prendre qu'une partie, mais moi perso, j'y comprends rien. En plus, je vois rien. Mais c'est vrai que De Garde, on pourrait lui donner cette excuse de dire qu'il a de nouveau été blessé. Tu l'as dit toi-même, c'est 7 blessures, je crois, durant Mm. la saison 2025-2026 pour 30 matchs manqués. Donc, c'est-à-dire que c'est un joueur qui n'a jamais réussi à retrouver le rythme ou à garder ou à trouver et à garder le rythme. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la question se pose sur son leadership, sur son capitanat, puisqu'on va venir après, mais par exemple, ça a été annoncé que Declan Rice devenait le vice-capitaine de l'équipe d'Angleterre derrière Harry Kane, qui, dans la sélection des Three Lions, est indéboulonnable de par l'expérience et de par le rôle qu'il joue dedans. Mais être vice-capitaine, c'est quand même quelque chose déjà de super important. À savoir aussi que quand Kane était blessé fin d'année dernière, c'est déjà Declan Rice qui avait assuré l'intérim. Est-ce que le fait que De Garde soit notre métronome au pressing justifie une nouvelle année à faire n'importe quoi? Je suis pas sûr et ça sera l'une des ouvertures que l'on aura dans la fin de l'épisode. Est-ce que dans les stats que tu as relevés sur Odegaard, il y a quelque chose qui t'a
frapper est toujours un grand mot, mais est-ce que tu as quelque chose de très révélateur qui peut ressortir ou est-ce que finalement ces stats sont pas si dégueulasses? Je te lis, tu dis que Ødegaard, c'est le 16e joueur le plus utilisé par Arteta seulement derrière Mosquera avec 1984 minutes. Les blessures, bien sûr, justifient son utilisation euh, ponctuelle, mais je sais pas, je trouve qu'il a jamais trouvé son rythme et en début de saison, ni en début de saison. Alors il se blesse très tôt puisque il se pète à l'épaule en septembre, 2 ou 3 semaines après le début du championnat. Il repart en sélection, il revient, bim bam boum, il se répète en novembre. Et là, il va louper quand même 12 matchs avec sa blessure au genou. Mais là, on va dire, on parle de stats physiques, mais dans les stats de jeu, Mhm. il y a, qu'est-ce que, bah, toi, tu es beaucoup plus adepte des stats que moi, alors on voit, bah, je vois, moi, j'essaierai peut-être de faire une insertion graphique dans le podcast, mais oula, ça me paraît déjà compliqué à faire. Mais qu'est-ce qui peut ressortir de ces stats-là ou en tout cas, qu'est-ce que toi, tu en retiens? Alors, je vois 2 stats qui sont assez effarantes pour un joueur qui est censé être ta caution technique et ton leader technique aussi sur le terrain. En termes de dribble réussi, cette saison, Odegaard, il est dans le 19e percentile seulement par rapport au milieu de terrain offensif de Première Ligue en termes de dribble réussi. 19e percentile. La saison dernière, il était dans le 61e. En termes de duel offensif gagné, il est dans le 7e percentile alors qu'il était dans le 50e percentile la saison dernière. Donc on voit vraiment que sur les stats avancées en termes techniques, c'est même plus des dégringolade, c'est le Titanic. On voit vraiment que ses blessures au genou, physiquement, dans sa manière peut-être de dribbler, de venir provoquer, on sent vraiment qu'il y a une énorme gêne physique et que ça l'a handicapé toute la saison. Et on voit vraiment que les stats avancées techniquement, bah, c'est cauchemardesque en fait cette saison. Et c'est assez révélateur de cette saison où on s'est dit un nombre de fois sur le peu de matchs qu'il a joué, on s'est dit mais franchement on dirait qu'il passe le match comme un fantôme, il a aucune influence, il n'arrive plus à rien faire. Son jeu de passe c'est neutre, il fait plus aucune différence. Et vraiment on sent que là les multiples blessures qu'il a eues, notamment en genou, ça a vraiment fortement handicapé son jeu. Et vraiment, dans les chiffres avancés, c'est assez effarant. Est-ce que tu es inquiet du niveau physique affiché par Ødegaard sur les 2 dernières saisons? Parce que la saison précédente, déjà, il y a eu des blessures. Est-ce que vous êtes inquiet? En plus, Nicolas, on sait que toi, Ødegaard, c'est vraiment genre ton joueur préféré dans l'effectif à la base, en tout cas dans le Mhm. profil qu'il présentait. Est-ce que vous êtes inquiet sur le niveau de jeu, le niveau tout court, proposé par Ødegaard cette saison? Et est-ce que vous êtes au contraire confiant sur sa capacité à rebondir dans cet effectif? Louis. Alors, Ou Nico, vas-y Louis, Nico. tu commences? Non, vas-y Non, Nico, vas-y, D'accord. vas-y, Nico, vas-y. vas-y, Nico. Alors, oui, bien entendu, inquiet sur le niveau physique, et, ça c'est évident. Là, le détail des blessures qui a été proposé enfin, comme récap, bah, montre qu'effectivement il y a un déclin physique, très clairement. Au-delà de ça, parce qu'on parle des blessures, donc le fait qu'il a été absent, mais il y a eu beaucoup de matchs où il était présent, mais ça se tenait le genou sans arrêt, etc. Donc on voit qu'il y a forcément une faiblesse là-dessus. Euh, c'est un joueur, alors je sais jamais trop ce que ça vaut, mais qui a commencé très jeune. On sait que il y a souvent des impacts à long terme là-dessus. On l'a vu sur d'autres joueurs par le passé. Donc ça, pour moi, physiquement, je pense qu'on arrive à une situation qui pose plus que question. Et après, même d'une manière plus générale, son impact sur le jeu n'étant plus là, son impact bah, de leader qui se faisait plutôt par l'exemple que par la voix, bah, il diminue de fait. Si c'est un joueur qui ne joue pas, c'est un joueur dont le leadership va baisser très très rapidement. Donc, bah, son avenir. C'est un peu compliqué, je trouve, au sein de l'équipe. Je sais pas comment. Enfin, moi, je sais ce que je ferais, mais je sais pas comment Arteta et le staff voient les choses. Mais là, Est-ce que tu penses que par rapport à sa condition physique, il a atteint son plafond de verre?
Bah, je pense que son plafond, enfin, si on veut faire le dire différemment, je pense que son plafond n'était pas atteint, mais sa condition physique lui impose un plafond désormais qui est celui qu'il a rencontré cette saison. Je ne sais pas si on reverra un Martin Odegaard définitivement, parce que c'est des questions qui étaient posées sur les 2 dernières saisons. Je ne sais pas si on verra un jour un Martin Odegaard comme on a pu le voir alors j'oublie un peu les saisons, mais 23-24, 22-23, etc. Et ça, j'en doute même, fortement. C'est toujours compliqué quand il y a des blessures pour juger d'un joueur, Louis, parce que finalement, c'est toujours un petit peu l'excuse qui revient. Et puis encore une fois, on est tous attachés à nos joueurs, on les aime tous, ils font partie de cette équipe qui nous ramène le titre de Première Ligue 22 ans après. Mais si on se pose un petit peu, est-ce que notre capitaine et notre leader, soi-disant technique, doit être celui qui mène le pressing et qui ne propose plus grand-chose en plus? Bah, clairement, la question peut être posée. Surtout quand on voit les déclarations d'après-match d'Arteta après la finale avec des champions, où clairement il dit attendez, en fait, on va se poser et on va prendre des décisions parce que on a besoin de plus pour atteindre on va dire le step suivant. Quand tu vois que dans ce même match, Odegaard sort la 66e minute et quand on regarde le contenu de son match, bah, pour un capitaine, c'est compliqué. Quand on regarde le contenu de cette saison, oui, les blessures peuvent excuser entre guillemets sa saison, mais clairement, on pourra pas continuer sur ce rythme sur une deuxième saison, c'est pas possible. Et en plus de ça, quand tu vois que là, les premières rumeurs de mercato, le club ciblerait des profils de milieu offensif slash ailier comme Morgan Rogers, bah, t'aurais Morgan Rogers, Eze, Odegaard, Nwaneri qui pourraient jouer milieu offensif. Attention, Alors, on va pas. il y a des statuts qui peuvent être remis en question avec ce mercato quand même. Ouais. Juste pour info, sur Transfermarkt, Martin Dedegaard, on le rappelle, il a 27 ans. Sa valeur est estimée à 65 millions d'euros. S'il était un Ouais. top player, on serait aux alentours de 90-100 millions. Très clairement, il faut se dire les choses. Ces blessures plombent tout ce qu'il était en train de faire dans la saison 2022-2023. C'est là où il est super intéressant. 2023-2024, il y a déjà quelques blessures, mais il est encore présent. Et après 24-25, c'est catastrophique parce que, encore une fois, coupé par les blessures. On va rapidement parler du cas Nwaneri, mis en avant par Louis parce que ça mérite de se poser comme étant la déception, mais pas la déception finalement en tant que joueur, puisqu'il nous a quittés à la trêve alors qu'il jouait très peu. On le rappelle, 515 minutes de jeu, mais peut-être une déception sur son utilisation et comme le disait Louis, ce que l'on euh, ce que l'on en a fait et de la confiance que finalement on lui aura accordée. Parce que, comme tu le disais aussi, Louis, Nwaneri aurait pu être finalement ce second souffle, pardon, de Degas quand il allait pas bien ou quand il était blessé ou quand il fallait reposer ou suppléer Eze, parce que finalement, Nwaneri, euh, il a aussi cette similitude qu'a Ødegaard, à savoir d'évoluer énormément côté droit pour pouvoir rentrer sur son pied gauche et d'enrouler les frappes. Tu vas le retrouver beaucoup plus à droite que à gauche, un petit peu comme Ødegaard. Mais je suis d'accord avec toi, c'est que dans la disposition tactique mise en place par Arteta, on va dire courant de deuxième partie de saison, quand Rice est redescendu plus bas, Nwaneri aurait pu être ce milieu de terrain qui tournait un petit peu autour de Gyökeres, qui finalement un petit peu faufonné, mais c'est un joueur à qui il ne faut pas demander non plus d'énormément défendre. Il est vrai également qu'il n'a pas comment dirais-je, la connaissance footballistique à son jeune âge du pressing comme Ødegaard peut l'avoir, mais je trouve qu'on s'en est débarrassé très rapidement et que après l'histoire de ce prêt, comme tu le disais, elle était chaotique parce que un coach te veut, ou en tout cas Arteta négocie avec ce coach, le coach se barre. Mais pour autant, parlons un petit peu aussi de l'attitude de Nwaneri, parce que Habib Bey l'a dit, alors on respecte ou pas le coach et ce qu'il a fait à Marseille, mais je pense que Habib Bey, tu peux pas lui enlever cette notion de travail. Et visiblement, si Nwaneri ne jouait pas, c'est parce qu'il ne proposait pas
assez à l'entraînement. Alors, est-ce que c'était le spleen de la maison? Est-ce que c'était autre chose? Mais même physiquement, il a pris 5 ans dans la gueule, Nwaneri, quand il était à Marseille, quand même. Oui, carrément. Oui, oui, non, mais là-dessus, je suis un grand fan de Nwaneri, mais je vais pas non plus le défendre bec et ongle, hein. Évidemment qu'il a beaucoup de lacunes, notamment défensives, dans ce milieu à 3. J'avais d'ailleurs écrit un article juste avant le mercato pour retracer justement un peu sa disparition. Parce que quand on retrace l'histoire de Nwaneri, jamais on peut imaginer que Nwaneri part en prêt là, après la saison 2024-2025 parce que sur la saison 2024-2025, c'est limite notre meilleur joueur en fait. Que ce soit en Ligue des Champions ou en Première Ligue, il crève l'écran à 17 ans, première saison en pro. Et vraiment, il sort des matchs techniquement incroyables. Je crois qu'il termine la saison à quasiment 10 buts et assists à 17 ans pour une première saison, c'est pas dégueulasse. Et jamais on peut imaginer que la saison d'après, il disparaisse de l'effectif et il finit en prêt à Marseille et qu'il ne joue pas, quoi. Donc c'est pour ça, il y a beaucoup effectivement aussi de questions, tu l'as dit Raoul, sur son investissement. Bale a aussi fortement recadré publiquement à ce sujet. Je ne suis pas non plus très convaincu par son entourage. Je me souviens au moment où il devait signer son contrat pro, la famille avait quand même pas mal sondé d'autres clubs pro pour essayer de retirer, enfin de récupérer le plus d'argent possible, et cetera. Donc je me méfie aussi un peu de l'entourage du joueur. D'ailleurs, son frère, je crois qu'il ne va pas être retenu dans l'académie pour ces mêmes raisons. Effectivement, ouais. Donc voilà, il y a beaucoup de questions autour de son entourage. Voilà, après, c'est un joueur qui reste jeune, hein, il y a 18-19 ans. Pour moi, il doit travailler, il doit faire comme MLS, il doit attendre son heure. Et quand Arteta le lancera, un peu comme il a fait avec Nwaneri sur la deuxième partie de saison, je suis certain qu'il a les qualités pour dynamiter ce milieu de terrain et pourquoi pas pour évoluer à d'autres postes que ce milieu offensif. Pour moi, je trouve qu'il a aussi énormément de qualités pour jouer dans un rôle de faux neuf. Il a les qualités, je l'ai dit, les qualités techniques, physiques, de puissance, de vitesse, de finition. Et je trouve qu'il a parfaitement ce profil de joueur qui pourrait redescendre entre les lignes, un peu comme Harry Kane le fait au Bayern. Et voilà, quand je vois que, alors ça va peut-être en faire bondir certains, mais quand je vois les sommes qui sont évoquées pour Kroupi, qu'on serait prêt à mettre 100, 120, 130 Mhm. millions sur ce joueur, je me dis, mais merde, on a Nwaneri dans l'effectif, mais il est là notre projet Kroupi en fait. Utilisons-le, prenons le temps, faisons ce qu'il faut, mais je serais fortement déçu si on laissait partir un tel talent, quoi. Parce que c'est sûr qu'il va éclater quelque part et que à ce moment-là, on pourra s'en mordre les doigts. Nico, Oui. est-ce que le divorce n'est pas déjà consommé finalement avec Nwaneri? Non, je pense pas. Je pense pas que le divorce est forcément consommé. Après, c'est qu'il faut aussi bah, lui, pas lui vendre un projet, mais il faut avoir un projet pour lui, ça c'est clair. Faut savoir comment on veut l'utiliser, dans quel cadre et pas, en tout cas, et pas y déroger. Maintenant, il y a toujours effectivement cet inconnu, c'est sa capacité à montrer qu'il mérite un peu sa place. À un moment donné, quand on voit que c'est un joueur qui est, oui, a du talent, peut répondre à certains besoins de l'effectif, pas suite à des absences, etc., et que il ne rentre pas dans la rotation où il n'est pas titulaire, malgré une saison plutôt convaincante l'année dernière, je trouve que ça pose toujours question. J'ai toujours du mal à me dire que c'est uniquement parce que l'entraîneur n'est pas ceci, n'est pas cela, est trop frileux. Ça peut être une des raisons, mais ça peut pas être uniquement celle-ci. Et je- on a quand même l'impression, quand on regarde un peu le cours de l'histoire, que bien souvent aussi c'est parce que c'est des joueurs qui n'ont pas toujours bah, un peu montrer au quotidien, leur investissement. Après, sur Nwaneri, moi, je suis moins emballé, je pense, que Louis et peut-être même qu'une partie de la fanbase d'Arsenal. Non pas parce que j'estime qu'il n'a pas des qualités, loin de là, mais c'est que, ça a été répété plusieurs fois, hein, c'est un très très jeune joueur. Et sur les très très jeunes joueurs, surtout quand ils arrivent avec des étiquettes.
Ouais, on n'a jamais vu ça. Il vient de l'académie, il a franchi toutes les catégories. C'est incroyable, ça va être un futur grand, etc. Je dis pas que c'est ce qui a été dit ici, mais c'est des choses qu'on a pu entendre un peu dans l'univers d'Arsenal. Euh, et c'est toujours compliqué. Plus jeune joueur de l'APL à commencer ou quasi, c'est très lourd. Et en fait, je pense qu'il y a un besoin de digérer tout ça et d'avancer. Donc, au final, prenons le temps. Oui, donnons-lui sa chance, mais attention, il faut que lui, il le montre. S'il le montre pas, bah oui, j'irai pas sur cette voie-là, mais que ce soit un joueur de rotation régulier, il faudrait qu'il rentre dans cet axe-là. Mais même là, pour qu'il puisse être régulier dans la rotation, je pense que ça amène une réflexion d'ensemble sur l'animation qu'on doit avoir de notre partie offensive. Et je ne suis pas sûr de toute façon, on l'a vu, il pourra pas correspondre à ce que faisait Odegaard ou ce qui était attendu d'Odegaard. Ce sera pas découpé, il faudra revoir totalement autre chose. Peut-être un peu plus, effectivement, sur ce qui était fait sur cette fin de saison, mais même, je pense qu'il faut aller un peu plus loin et redéfinir notre animation. Il y aura des enjeux l'année prochaine à ce que on change vraiment. Et ce qui peut en faire partie, c'est possible, mais qu'il le prouve aussi. Ça sera peut-être l'un des épisodes de ce mercato, de cette entre-saison. Je m'excuse, j'ai une connexion Internet s'est affichée comme instable, donc je pense que ça va peut-être friser sur le moment où tu as pris la parole, Nicolas. Je m'en excuse. Euh, L'avenir nous dira ce que ça donne, mais moi, le frangin qui est pas retenu, etc., je trouve que c'est plein de signes un petit peu externes qui nous montrent que je pense que Nwaneri sera sur le départ. Mais on va peut-être parler de choses beaucoup plus joyeuses, à savoir les satisfactions de ce milieu de terrain. Et je vais quand même vous poser la question, messieurs, parce qu'encore une fois, Louis, il a trouvé dans les déceptions ce jeune Ethan Nwaneri que peut-être personne n'attendait à entendre, s'attendait à entendre sur cet épisode. Mais je vais vous demander vos satisfactions. Déjà, sans argumenter. Louis, ta satisfaction dans le milieu de terrain. Ouais, compliqué de pas dire Rice hein, quand même. Hein. Ouais, mais je te Franchement, demande, tu aurais pu me sortir autre chose. Nico? Rice obligé, mais un aisé pourrait me satisfaire un petit peu. Je pense que très clairement, on est tous d'accord sur la saison monstrueuse de Declan Rice. On l'a dit à chaque débrief. Même quand il était moins bon, il était meilleur que les autres parce que c'est ce joueur que quand tu supportes un club, alors tu supportes l'intégralité de l'effectif, mais c'est ce genre de joueur qui te, en fait, t'as presque, hein, tu pourrais aller à la guerre pour ce joueur-là autant que pour ton club. Louis, tu en parlais, le It's Not Down face à City, mais le mec qui ne lâche rien, le mec qui est complètement cuit, qui a joué presque 4500 minutes, sans parler, parce que je pense que là-dedans, c'est que en club, tu comptes pas les minutes dans les sélections internationales, qui te met quand même 5 buts, qui doit avoir, je crois, 5 ou 6 passes décisives. Alors ça se vaut hein, en termes de stats avec Zubimendi en nombre de buts marqués. Je crois que Zubimendi, il est à 6, Declan Rice est à 5. Eze est le meilleur milieu de terrain avec 10 réalisations. Mais comment ne pas saluer l'extraordinaire saison de Declan Rice, sachant que c'est pas un cas, bah, c'est pas une saison isolée. Il fait déjà une énorme saison l'année dernière. Il a fait une énorme saison la première année où il arrive chez nous, parce que si je me trompe pas, c'est bien la troisième saison qu'il est chez nous. Mhm. Il arrive la première saison, on fait quart de finale avec des champions, puis demi, puis finale. Et ce joueur, on en a parlé déjà l'année dernière même, un peu plus souvent cette saison dans Coup de canon, mais c'est le capitaine naturel d'Arsenal pour moi. Et pourtant, c'est pas l'enfant du club, ça fait que 3 ans qu'il est chez nous, mais il a toutes, il coche toutes les cases. Et en plus de ça, Arteta peut s'appuyer sur un joueur polyvalent, c'est-à-dire qu'il a commencé la saison
en évoluant en 8 avec un Zubimendi un peu plus bas. Et au fur et à mesure que Zubimendi, pardon, s'effaçait, était en difficulté, il est redescendu. À un moment donné, on était sur un milieu de terrain, tu le disais, Louis, avec un double pivot. Et au final, on a j'ai presque envie de dire qu'on a terminé la saison avec Rice qui retrouvait sa position de 6 et avec le milieu de terrain qui l'accompagnait, soit Miles Lewis Kelly, soit Zubimendi parfois, qui évoluait un peu plus haut, quoi. Donc Rice, c'est vraiment la sentinelle, c'est l'élément de cette colonne vertébrale qui commence avec David Raya, Saliba Gabriel, puis Declan Rice. Et c'est là où on voit que dans le milieu de terrain, il nous manquait, pour prolonger cette colonne vertébrale, notamment un milieu de terrain offensif créateur et ce fameux neuf qui aura tout fracassé. Mais on parlera bien évidemment de l'attaque dans le prochain épisode, apparaître dans les prochains jours. Louis, Declan Rice, tu t'es également arrêté sur ses stats. Tu as pris le temps de résumer. Je vais rapidement dessus. Deuxième joueur le plus utilisé avec 4456 minutes derrière Raya. Euh, Même question que pour Ødegaard. S'il devait y avoir une ou deux stats vraiment personnellement, qui te sautent aux yeux pour montrer la saison un petit peu hors norme de Declan Rice. Petite parenthèse, Declan Rice, il est dans l'équipe type de la Champions League et dans l'équipe type également de la PL, je suppose, oui. Ouais. Ouais. Donc, potentiel top 3 Ballon d'Or si l'Angleterre va loin en... en Coupe du Monde. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Avant de laisser la Bah, parole sur l'analyse de Louis. j'irai plus loin, moi, perso. Si l'Angleterre va très très loin, Ballon d'Or. Ouais, je pense qu'il y a trop de politique encore pour ça, mais revenons au stade, Louis. Bah, comme tu l'as dit en préambule, Raoul, moi ce qui m'interpelle déjà, c'est la constance affichée par Rice depuis qu'il est arrivé. Je n'ai pas le souvenir qu'il soit passé au travers d'un match. Et je me dis même, si on n'avait pas claqué toute cette thune sur Rice, où est-ce qu'on en serait en fait? Ouais. Je ne sais pas si on serait champion de Première Ligue, je ne sais pas si on aurait atteint cette finale de Ligue des Champions, parce que vraiment, je pense qu'il est indéboulonnable et qu'il est irremplaçable et c'est compliqué de le faire souffler parce qu'il t'apporte tellement que ça devient très très compliqué de s'en passer. Et il y a certainement aujourd'hui une Rice dépendance, comme à un moment il y avait une Saka dépendance sur les saisons d'avant. Et cette saison, je pense qu'il y a une vraie Rice dépendance. Et au niveau des stats avancées, bah, ce qui saute aux yeux, c'est qu'il est vraiment dans la même lignée que la saison dernière. Et il y a vraiment des stats avancées qui sont particulièrement éloquentes. Course progressive, il est dans le 98e pardon, percentile. Passe vers la surface, 91e percentile. Passe progressive et passe réceptionnée, 82e percentile. Donc on voit vraiment que c'est la plaque tournante, c'est le moteur, c'est le mec qui est partout, qui attaque, qui défend, qui dézone, qui couvre ses coéquipiers. Il a en plus la chance d'être assez fiable. On croise les doigts pour le moment, mais c'est pas un joueur qui est sujet aux blessures, alors que Dieu sait qu'il enchaîne les minutes, et pourvu que ça dure. Mais vraiment, c'est le leader, je pense, cette saison incontesté, incontestable. Et la question du capitanat, pour moi, va vite se poser après cette saison, quoi. Euh, ou pas, on verra. Nico, Declan Rice, est-ce qu'on peut encore dire qu'on est surpris par la saison la troisième saison de suite qu'il fait avec des performances largement au-dessus de la moyenne de l'équipe et de la moyenne de la PL, voire même de la Ligue des Champions? Bah, en fait, c'est vrai que dans les podcasts que j'ai pu faire ou ceux que j'ai écoutés, finalement, on dit souvent la même chose de Rice. On, je sais pas si on est surpris, mais en tout cas, on est habitué, ça c'est sûr. Mais on doit reconnaître que ben il a quand même cette action au milieu de terrain qui est parfois ben soit il y a eu des périodes où il était plus à l'avant du milieu de terrain, d'autres il était plus en sentinelle.
il sait tout faire. Il nous avait prouvé l'année dernière, et c'est pas où ça a pu être une surprise, qui savait envoyer aussi deux, trois lucarnes en coup franc. C'est vrai que on lui découvre par touche chaque année quasiment des nouvelles qualités. C'est un peu ce que je viens de dire. Là, cette année, il y avait par exemple le fait de faire des touches longues, qui étaient parfois dangereuses, parfois on ne comprenait pas trop, mais à chaque fois, en fait, on voit que c'est un joueur qui est au centre de nos, comment dire, de nos démarrages d'action, conclusion aussi, mais en tout cas de nos réflexions tactiques. C'est le joueur sur lequel aujourd'hui, je pense qu'on ne peut, avec lequel on ne peut pas faire sans. Il est concrètement irremplaçable. Demain, au-delà de Raya, je pense que non, enfin, on va se mettre à la place d'Arteta 2 minutes, mais Arteta, le premier joueur qui doit mettre sur sa feuille de match, c'est probablement Rice. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, bah, effectivement, il a pris de l'ampleur. Tous les millions qui ont été investis le concernant, bah, sont de plus en plus justifiés. Bien, il vient, lui, par tout un tas de qualités, bousculer certaines hiérarchies de leadership, mais aussi, tout simplement, de peut-être petit à petit d'un certain, comment on pourrait dire, je sais pas s'il pourra s'inscrire dans une légende d'Arsenal, l'avenir nous le dira, mais petit à petit, je pense qu'il prend un chemin certain vers ça. En tout cas, moi, personnellement, j'adorais le voir avec le capitaine. Il y en a d'autres qui le méritent, hein, mais pour moi, il est passé largement au-dessus, ne serait-ce que par ses performances. Pour moi, il est au-dessus d'un Saka en termes de capitanat à aujourd'hui, quoi, en tout cas. Et je pense Largement. il est plus solide que Saka. Donc voilà, pour moi, il faut imposer. Mais si Norgard reste au club, je pense qu'on lui enlèvera pas le brassard. Encore une fois, c'est un autre épisode qu'il faudra suivre peut-être pendant l'intersaison, si ce n'est sinon au début de saison prochaine. Dans la liste des milieux de terrain, messieurs, il y avait trois recrues. Martin Zubimendi, qui venait de l'Espagne, Eberechi Eze de Crystal Palace et Christian Nordgaard. Si le dernier, j'aimerais qu'on passe vraiment un peu plus de temps dessus. Je voudrais juste avoir votre avis sur la saison, la première saison en première ligue de Zubimendi. Est-ce que, d'après vous, elle est plutôt réussie ou elle est plutôt décevante? Louis. Pour moi, je la juge correcte. Pour une première saison, on va dire d'adaptation, d'acclimatation dans un top club de première ligue avec en plus le contexte Arsenal où tout le monde se dit: «C'est la saison ou jamais, il faut absolument gagner, il faut gagner un titre, il faut prendre un trophée». Énormément de pression, il faut savoir le gérer. Zubimendi vient d'un club qui n'a pas l'habitude de gérer cette pression, comme j'ai dit au début du podcast. Première partie de saison pour moi qui est réussie, seconde partie de saison où c'est beaucoup plus compliqué, notamment physiquement. Mais globalement, si on prend on va dire la photographie globale de sa saison, pour moi, je la juge correcte. Et pour Eze, c'est pareil, correct. Il a eu du mal à trouver le rythme de croisière où Arteta a un peu galéré pour trouver la bonne animation. À un moment, on a tenté de lui demander de faire du haut de garde, ça n'a pas vraiment fonctionné. On a essayé de le mettre sur un côté au début, ça n'a pas vraiment fonctionné. Puis Arteta l'a retiré du 11 à un certain moment parce qu'il s'est rendu compte que je pense tactiquement, il n'était pas encore prêt. Pour moi, il y a des gros soucis avec Eze, mais c'est plus du langage corporel, c'est au niveau, on va dire, de la nonchalance qu'il peut parfois dégager sur le terrain où ça me gêne un peu. Techniquement, je pense que c'est un des meilleurs de l'effectif, mais parfois, je sais pas, on dirait qu'il a pas du tout envie de changer de rythme, on dirait qu'il a pas du tout envie d'accélérer, où il est toujours dans cette espèce d'euphorie, dans cette fausse lenteur. Et parfois, ça me gêne un peu. Je repense à sa course d'élan, notamment sur le penalty en Ligue des Champions. Bon, parfois, c'est le voir jouer, il fait des choses un peu étranges, mais globalement, il y a quand même des moments forts dans sa saison qui sont assez remarquables. Je pense notamment à son triplé contre Tottenham. Il met un doublé aussi au match retour. Donc voilà, globalement, c'est aussi correct. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs. On pourra rentrer dans les détails si on veut. Mais j'attends d'en voir un peu plus de la part d'Eze pour vraiment me faire une idée sur ce qu'il pourrait apporter à l'équipe. Mais il a des qualités indéniables et voilà. À voir maintenant ce que ça pourrait faire dans une autre animation, peut-être la saison prochaine, avec d'autres joueurs autour de lui.
Ouais, je pense que c'est important de leur laisser à tous cette deuxième saison, soit quand tu viens d'un championnat étranger, mais aussi le côté intégrer une nouvelle politique, une nouvelle structure, de nouveaux enjeux, de nouvelles ambitions que tu n'as pas forcément à Crystal Palace ou encore moins quand tu viens d'un championnat étranger. Nicolas, est-ce que le fait que Zubimendi ait été rétrogradé sur le banc de touche par un gamin qu'on n'a pas vu de la saison, est-ce que pour toi c'est un désaveu ou ça fait juste partie du football et il sera là, il reviendra plus fort l'année prochaine? Bah, je sais pas si il reviendra plus fort l'année prochaine. En tout cas, pour le coup, je pense que c'est juste la montée en puissance d'un joueur comme MLS qui, à un moment donné, a prouvé qu'il pouvait répondre aux attentes de la situation du moment et qui derrière a enchaîné et bah oui, va rentrer probablement dans une concurrence avec Zubimendi, ça c'est évident. Après, je pense que c'est ni plus ni moins que ça. Est-ce que la réalité d'aujourd'hui sera celle du début de la saison? Ben, on a pu voir dernièrement, en début de la saison dernière, qu'il y a des choses sur lesquelles on était quasi assuré de les voir et elles se sont pas produites. Donc, bon, je pense que chaque saison rebat un peu les cartes à certains moments. Pour Zubimendi, bah, le début de la saison a été très correct, la suite un peu moins, donc on reste un peu avec ça en tête, et ce qui fait qu'on peut avoir l'impression d'avoir une saison un peu plus maussade. Et Eze, lui, qui fait des coups d'éclat par moment, mais ces coups d'éclat sont assez forts et marquants. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais au-delà de ça, je trouve que c'est ce qui a été dit, hein, c'est ça, c'est il faut leur laisser du temps. Il y a un besoin de tactique, d'apprentissage concernant ces deux joueurs. Ça va venir, j'ai pas trop de doutes. Et il y a quelque chose moi que j'aime bien sur ces deux joueurs, c'est la capacité à frapper de loin. Et ça, on en a besoin. Un dossier qu'on promet à nos auditeurs, notamment Louis, tu as fait beaucoup de débriefs avec moi, ça fait 6 mois qu'on en parle, on vous l'avait promis, le fameux dossier Christian Nørgaard. C'est peut-être le moment, à l'heure du bilan, de s'arrêter quelques minutes sur Christian Nørgaard. J'aimerais vous entendre dessus parce que il est déjà annoncé partant. Pour moi, c'était le coup mercato parfait et intelligent, parfait par son intelligence côté Bertha, à savoir un joueur expérimenté, moins de 10 millions, capitaine de Brentford l'année dernière, qui a fait une excellente saison, qui vient ou qui venait pour soulager un petit peu comme Jorginho pouvait le faire, soit en cup, soit en fin de match. Et visiblement, l'histoire nous le dira peut-être un jour, un joueur dont ne voulait pas Arteta, ou en tout cas un joueur qu'Arteta aura utilisé en tout et pour tout 1040 minutes, principalement dans les tours de FA Cup et de Carabao Cup. Difficile de critiquer Arteta qui nous ramène le titre. Pour autant, vous connaissez mon objectivité et mon franc-parler. Je trouve la gestion du cas Nordgard, encore une fois, sauf si vraiment c'est une buse, mais auquel cas je serais très surpris. Je trouve la gestion du cas Nordgard assez inexcusable, assez pitoyable. Et je pense que la méforme de certains joueurs, notamment de Zubimendi, qui aura tiré sur la corde, tiré sur la corde, tiré sur la corde, vient également de la non-utilisation de Nordgard. Et que, encore une fois, pour moi, on est à la limite du manque de respect pour le joueur. Mais après, je suis peut-être encore une fois très, très dur. Louis, on en a souvent parlé. Toi, tu dis que tu es persuadé que Arteta ne voulait pas de ce joueur-là. Ok, peut-être, soit, mais quand tu as un joueur comme ça dans ton effectif et que tu t'en sers à peine 1040 minutes l'espace d'une saison complète, il y a peut-être quelque chose d'autre. C'est une fierté mal placée d'Arteta ou alors vraiment le joueur, il était. Parce que, encore une fois, hein, Nordgaard, il a fait des intérims, des fois en défenseur central, mais tu peux rarement lui reprocher quelque chose, quoi. Oui, vaste question, vaste débat, peut-être Oui, qui mais c'est un débat mériterait qu'on a un, promis. bien sûr, mais qui mériterait peut-être un podcast même à part entière, parce que je Allons-y. pense que le dossier est assez conséquent. Pour moi, comme tu l'as dit, Raoul, on avait fait un podcast, je crois, en milieu de saison, il me semble, où j'avais effectivement, moi, ma théorie, c'est que Arteta ne voulait pas de Norgard parce qu'en fait, ça colle pas du tout
avec le type de profil que Arteta cible, ça ressemble beaucoup plus à une recrue de type Bertha qu'il avait l'occasion de faire à Atlético avec des joueurs plutôt âgés mais des coups intelligents pour compléter un effectif. Après, tu l'as dit, il a beaucoup joué notamment des matchs secondaires, que ce soit en coupe ou avec un peu moins d'enjeux. Voilà, honnêtement, j'ai pas trop la réponse, ou alors il y a peut-être des multiples réponses. Est-ce qu'on n'a pas, nous, la fanbase, ou même moi, ou même d'autres, peut-être un peu surcoté Christian Norgard, à vraiment penser que c'est un joueur qui pouvait pleinement s'inscrire dans le collectif d'Arsenal sans forcément mettre en péril, que ça soit physiquement ou tactiquement, un match. Peut-être qu'Arteta a jugé que non. Il ne pouvait pas rentrer pleinement dans cette rotation parce qu'il y avait un trop gros risque que l'équipe soit déséquilibrée, que l'équipe puisse perdre des matchs en jeu ou des points bêtement. Après, comme tu l'as dit, c'est compliqué parce que l'histoire donne raison à Arteta au final sur. Ok, on a perdu complètement Louis pendant, pendant son argumentaire. Donc là, je pense que Arteta devait nous À couper écouter et Louis, a complètement effectivement. dégagé Louis, qui va pouvoir se reconnecter sans problème, je suppose. Euh, Nico? Donc, ouais, Nord, sur nos regards. bah, Nordgard, c'est va-et-vient, c'est-à-dire il fait une année, il repart. Ouais, Ou ouais, tu penses ouais. que... Alors, moi, sur nos regards, j'avoue que effectivement, j'étais également satisfait de son recrutement. Bon profil de rotation, permettre de faire souffler des joueurs, etc., etc. Connaissance de l'APL. Enfin, voilà, quoi, ça avait tout l'air du bon coup. Mais force est de constater que bah il y a un couac quelque part, on ne sait pas vraiment. Est-ce qu'on le saura un jour? Ça, on le sait, on verra. Mais pour le coup, est-ce que ça correspond tout simplement pas à une volonté au cours de la saison, tout simplement d'Arteta de dire bah moi des profils comme celui-là qui oui, on n'a rien à lui reprocher quand il joue, mais est-ce qu'il apporte quelque chose dans l'effectif, dans le jeu, dans la tactique qu'il a? Ben, peut-être pas. Alors, c'est toujours compliqué parce que comme on l'a pas vu, ben, c'est compliqué d'avoir du concret pour aller dans une hypothèse plus qu'une autre. Mais visiblement, ça ne lui convient pas. Moi, de mes choix, ce serait de dire, bah non, on le conserve parce que c'est un joueur enfin, dont on peut avoir besoin. Et il fait l'objet de la rotation. C'est intéressant de pouvoir l'utiliser. Mais après, mais c'est toujours le problème. C'est qui gagne toujours un petit peu raison et on reste là-dessus. Et c'est ça qui est difficile. Dans une compétition, à la fin, on oublie beaucoup, euh, je dirais, des épiphénomènes comme ceux-là. Là, aujourd'hui, on a un podcast et c'est pour ça qu'on se pose dessus. Mais oui, dans quelques années, Christian Norgard, champion d'Angleterre en 2026 avec Arsenal, malheureusement, ce sera pas le premier nom à donner et ça fera l'objet de quiz pour gagner un maillot devant l'Emirates. En tout cas, il est champion au même titre que C'est d'autres qui ça. auront joué beaucoup plus. On a retrouvé notre ami Louis. Alors, Louis, je pense, j'ai une hypothèse. Je pense que Arteta n'a pas aimé tes propos et que Peut-être. il doit être caché quelque part et qu'il a peut-être débranché le routeur. Mais tu parlais de la fanbase. Alors peut-être effectivement, est-ce qu'on manque complètement d'objectivité et peut-être est-ce qu'on s'est pas trop attaché aux personnages et aux images que l'on a vues, notamment à l'intersaison ou à la période de préparation, lorsqu'on voyait où il tapait dedans, Nordgard, c'était la force tranquille, le mec qui montait dans le bus, il fermait les yeux, il se reposait, et on a trouvé ça assez attachant. Le mec, il fait, ben, excusez-moi du terme, il pétait pas plus haut que son cul, il était vraiment très discret, et que c'est peut-être finalement, on s'est un peu attaché parce que le côté humain, ben, j'ai l'impression que c'est un petit peu... euh, un, un peu dans l'ADN de la fanbase d'Arsenal. Peut-être que je me trompe, mais finalement, on s'attache souvent à des joueurs et
peut-être en manquant d'objectivité. Mais quand Nico il dit qu'est-ce que Norgard a apporté, bah, je trouve qu'en fait, il a apporté un jeu simple à la Jorginho, c'est-à-dire qu'il avait ce placement en 6 où il était capable, alors peut-être pas aussi bien que Jorginho, bien évidemment, mais il était capable de couper les lignes, de lâcher son ballon en deux trois touches et de se replacer. Et puis, c'était c'était un jeu à l'ancienne et de vieux briscard, quoi. Ouais, mais après, regarde, je me dis, effectivement, je trouve que la comparaison avec Jorginho, elle fait mal parce que Jorginho, intrinsèquement, c'est un meilleur joueur que Christian Norgard. Oui, Là-dessus, je pense que il n'a pas la même ils carrière. ont, il y a pas vraiment de débat. Mais après, la conclusion, c'est juste que peut-être que Christian Norgard, c'est peut-être juste un joueur moyen. Mais quand je dis moyen, c'est pas un péjoratif, c'est un joueur moyen de première ligue qui peut être bon dans une équipe moyenne de première ligue, mais peut-être pas assez dans une équipe où on se dit il faut absolument gagner le championnat cette saison parce que ça fait trop longtemps qu'on n'a pas gagné et là, c'est l'année ou jamais. Et peut-être que bah, la conclusion, c'est que Christian Norgard, ça peut être un bon joueur pour une équipe moyenne de première ligue, mais qui a peut-être trop de lacunes pour une équipe qui se veut être la meilleure équipe de première ligue et même pour de la rotation. Après, je pense il va partir cet été. Et voilà, on saluera le professionnalisme. Il a quand même fait des bons matchs parce que ça reste quand même un joueur moyen de première ligue, mais ça veut dire qu'il a quand même des qualités. Donc on saluera le professionnalisme et ce qu'il a pu apporter dans leur rotation sur des matchs de coupe, etc. Mais voilà, on entraînement tous les jours, Arteta tous les jours à l'entraînement, jugé que c'était trop risqué de le faire prendre plus de responsabilités sur des matchs à enjeu. Et voilà, la conclusion, c'est peut-être juste que c'est un joueur moyen de donc des qualités, des défauts, mais peut-être pas suffisamment pour gagner sa place ou avoir plus de place dans une rotation d'équipe qui joue le titre. Un joueur dont on a très peu parlé parce que finalement, alors il aura quand même fait une demi-saison puisqu'il se blesse fin janvier. Son dernier match en Première Ligue aura été contre Manchester United et cette défaite 3-2 à domicile, c'est Mikel Merino. Mikel Merino qui avait été cet avant-centre venu de nulle part et qui nous avait sorti une fin de saison époustouflante dans un poste qui n'était pas le sien lors de la saison 2024-2025. Et c'est un joueur qui, lors de la première partie de saison, n'aura pas su, je trouve, moi, trouver sa place toujours dans ce milieu de terrain. Et finalement, c'est un peu ce joueur, tu sais pas si... Bah, je trouve qu'il n'est pas assez bon pour être titulaire en milieu de terrain et il n'est pas assez bon pour être titulaire en neuf, qui n'est pas son poste. Mais parlons quand même rapidement de Mikel Merino, qui aura tout fait pour revenir, et qui, si je ne me trompe pas, était sur le banc de touche pour la finale avec des champions. Si je... Oui, je me trompe pas. Je sais pas s'il Mhm. a... Mais je crois qu'il sera pas dans la Coupe du Monde. Je vois pas un sélectionnaire le sélectionner s'il n'a pas joué pendant 6 mois. Si, il a été Euh, pris. Hein. il a été pris? Ouais. Ah bah Oui, il a magnifique. été pris. Ah bah du coup j'ai fait une Nitinia, tu vois, je dis il est pas pris et finalement il est pris, alors que Nitinia il disait que Mosquera était pris alors qu'il n'a pas été pris. Enfin bref. Cette Merino, une saison... Alors il met quand même 6 buts, mine de rien Oui, Mhm. dans exactement. les 1906 minutes qu'il a joué. Donc, on dit quoi de Michael Merino? Bah, en soi, on dit que bon, c'est un joueur quand même tu l'as dit, qui est difficile à cerner, mais qui state. Et ça, c'était déjà le cas un peu l'année passée. Il avait été difficile à positionner, il avait été mis en neuf, il marquait, il débloquait certaines situations. Ça paraissait presque parfois malgré lui. Mais la seule chose, c'est que je pense que c'est un joueur qui aujourd'hui, bah, on a hors blessure un joueur quand même solide de notre rotation d'effectifs et qu'il faut absolument, enfin avec lequel il faut compter. Euh, Demain, dans une animation encore qui doit être différente, je pense qu'il a tout à fait sa place, bien plus comme on a pu l'évoquer précédemment qu'un Orga, puisque là, je ne crois pas qu'on a affaire à un joueur qui serait plus adapté à une équipe milieu de tableau, etc. Moi, je trouve que c'est un joueur qui, par toute une série de qualités, d'engagement, du fait d'y croire, c'est quasiment que là-dessus, on a l'impression à chaque fois, parce que techniquement, il nous émerveille pas.
C'est pas quelqu'un qui va mettre une frappe de 35 mètres ou ce genre de choses, mais il est toujours bien placé. Alors c'est peut-être ça, sa première qualité, le placement dans le jeu, dans le fait d'être au bon endroit au bon moment. Mais ça compte aussi, et c'est un joueur qui finalement, bah, par rapport à tout ce qu'on a dans notre effectif, nous a pas spécialement coûté cher et qui fait largement la maille. Donc moi, c'est un joueur sur lequel on continue, on y va, et puis on l'intègre dans notre rotation sans problème. Après, c'est clairement un joueur que moi je garde pour la saison prochaine, Louis, hein. Ah oui, oui, clairement, c'est le joueur de rotation ultime. Il peut jouer milieu défensif, il peut jouer relayeur, il peut jouer milieu offensif. Il peut même encore une fois dépanner au poste de numéro 9, puisqu'il a encore très très bien dépanné en pointe cette saison. Entre le 8 novembre et le 3 décembre, c'est 2 buts et 3 passes décisives au poste de numéro 9 en première ligue. Il marque contre Chelsea, il marque contre Brentford, pas décisif contre Sunderland, contre Tottenham et aussi contre Brentford au poste de numéro 9 alors que c'est pas son poste. Et également, c'est aussi un joueur qui monte on va dire dans l'importance de la rotation, puisque c'est aussi un joueur qui a porté le brassard de capitaine cette saison. Il a porté le brassard en FA Cup contre Portsmouth, il a porté aussi le brassard en Cup contre Brighton et contre Crystal Palace. Donc, c'est aussi la preuve d'un joueur qui est hyper important aux yeux d'Arteta. Moi, je trouve que sa polyvalence, c'est une énorme chance. Il a aussi un profil qui est très Première Ligue compatible avec son jeu de tête. Je pense qu'on a peut-être le joueur qui a le meilleur jeu de tête d'Europe. Franchement, je ne serais pas étonné qu'il ait cette faculté parce que à chaque fois qu'on arrive à le trouver dans la surface ou sur corner, il nous a débloqué un nombre de matchs avec son coup de casque qui sont quand même très impressionnants. Donc oui, évidemment, il faut garder. Il a juste pas eu de chance avec cette blessure au pied là cette saison et cette opération qu'il a tenu des terrains assez éloignés des terrains, pardon. Je vais le faire en français. Mais voilà. Moi, c'est un joueur que j'apprécie. En plus, on voit que c'est un joueur qui respire football, qui mange football, qui a une intelligence de jeu qui est quand même très impressionnante. D'ailleurs, je ne sais plus qui, il y avait une interview sur le compte Instagram d'Arsenal qui justement posait la question des futurs joueurs d'Arsenal qui pourraient être entraîneurs. Et je crois qu'il y en a beaucoup qui avaient dit à l'époque justement Merino parce que c'est un joueur qui adore le football, qui s'intéresse de très près voilà, à l'aspect tactique, à l'aspect physique, etc. Donc on voit vraiment que c'est un joueur qui est très intelligent. Comme l'a dit Nico, il ne nous a pas coûté cher. Donc il n'y a aucune raison de s'en séparer cet été. Non, mais je suis d'accord, hein. Mais c'est pour autant, c'est un joueur que tu as du mal à imaginer comme étant dans un 11 titulaire sur un match Oui, je pense qu'il sera. Je important. pense Voilà, que c'est ça, je veux dire. son plafond de verre, je pense que son plafond de verre, c'est la rotation de l'Arsenal. Mm. Ouais, Et clairement. je le vois pas titulaire. Mais bah, dans un effectif, il faut des joueurs comme ça et on a la chance d'avoir le Merino EV avec nous. Ouais. Petite projection, messieurs, sur cette ligne de milieu de terrain et sur une saison à préparer 2026-2027 et un titre de première ligue à défendre et peut-être d'autres titres à aller chercher en complément. C'est un exercice auquel se sont prêtés Corentin et Louis Tartex sur la ligne la ligne de défense. Si vous deviez avoir un recrutement idéal, stratégique et réfléchi. C'est-à-dire, je m'explique, euh, un profil manquant, mais où probablement, comme tout le monde, vous n'allez pas dépenser des mille et des cents parce que vous allez vouloir garder du budget pour aller chercher probablement un ailier gauche, deux ailiers gauche, un attaquant, etc. Votre alors quand quand je parle de recrutement raisonnable, on ne parle pas de 150 millions, mais pour moi, un bon milieu de terrain à 60-70 millions, c'est pas quelque chose de complètement dégueulasse. En tout cas, si vous deviez mettre en place une stratégie sur un milieu de terrain et retenir un nom qui pourrait être Arteta compatible, Arsenal compatible et qui pourrait apporter un vrai plus par rapport aux joueurs que vous aimez bien. Louis, on va commencer par toi. Là aussi, c'est une vaste question puisque déjà la première question, c'est est-ce qu'on va continuer d'évoluer en 4-2-3-1 comme on l'a fait sur la fin de saison ou est-ce qu'on va revenir au traditionnel 4-3-3 puisqu'au final, ça change un peu les profils que tu vas cibler.
Pour moi, déjà, Norgard va partir, donc il faut le remplacer. Mais est-ce que derrière, tu prends plutôt un 6 pour faire un double pivot? Ou alors, est-ce que tu vas prendre plutôt un profil box-to-box pour pouvoir un peu faire souffler Declan Rice? Moi, perso, il y a un joueur que j'aime bien et je pense qu'il est extrêmement sous-coté. Et ça tombe bien, il est français. Moi, j'aime bien Manu Koné de la Roma. Je trouve qu'il coche un peu toutes les cases. Il est capable d'évoluer au poste de 6, il est capable d'évoluer au poste de 8. Je pense que c'est un profil qui peut être raisonnable en termes de prix. Il reste relativement assez jeune. Donc voilà, je me dis que ça peut être un profil intéressant, mais après que ça soit, je vois les noms qui sortent, ça peut être un Tonali, ça peut être tout ça, ça collerait aussi tout parfaitement. Mais économiquement, je me dis que Manu Koné, il n'arriverait pas avec une grosse étiquette de superstar, donc il faudrait faire jouer à tout prix, entre guillemets. Pour moi, ça peut être un coup intéressant. Alors, Manu Koné, pour information, c'est 50 millions sur Transfermarkt. Alors, c'est une valeur estimée, hein. Il y a pas de vérité. On ne sait pas s'il est partant, on ne sait pas si, combien l'AS Roma en voudrait, mais en tout cas, c'est estimé à 50 millions. Et c'est un jeune joueur de 25 ans. On peut dire qu'il est encore jeune à 25 ans, oui, effectivement. Alors que Tonali, par exemple, Newcastle, apparemment, on parle de 80, voire 90 millions. Et là, ça devient des montants, encore une fois, que moi, je trouve exorbitant. Le football me fait peur parfois. Nico, même exercice pour toi? Et ben alors moi faut que je mette juste un cadre. Effectivement, moi clairement je cherche à vendre Odegaard. Euh, je m'en sépare. Ça répond à plusieurs situations. Je crois pas en son avenir physique. Je pense que son genou c'est compliqué. Ça permet aussi d'installer Declan Rice dans sa position de leader et de capitaine. Et puis ça m'enlève une épine du pied parce que j'ai pas envie de gérer ces deux joueurs-là en disant bah toi finalement tu étais capitaine avant et je te donne je t'enlève le capitana. Ma grosse problématique c'est comment je remplace un joueur comme Odegaard avec le système qui correspondait pour Arteta et dans lequel comment dire, il se mettait dedans. Et c'est pour ça que moi aujourd'hui je pense que ben j'irais davantage à installer un aisé parce que là, le profil, là, tout de suite maintenant, pour remplacer un Martin Odegaard, je l'ai pas forcément. J'ai vu passer Morgan Rogers, bon, qui est pas tout à fait dans cette dynamique-là et qui est un peu plus sur le côté gauche. Mais sincèrement, j'ai pas forcément deux profils pour le remplacer. Donc, je mets un aisé et je change mon animation offensive. Maintenant, je renforcerai bah, mon milieu de terrain, on va dire, mon double pivot. Et moi, le joueur, effectivement, qui est souvent, avec le nom qui revient souvent, avec des montants aberrants, oui, Sandro Tonali, pour moi, est une très bonne option, à bien des égards, mais c'est très cher, je le conçois. Mais après tout, c'est pas mon argent. Euh, Très drôle. Oui, mais parfait. J'aime beaucoup ta réponse, Louis. Je trouve qu'on est sur une valeur marchande intéressante. Et en plus de ça, deuxième argument qui, moi, me tient à cœur comme étant un vieux fan d'Arsenal, c'est le côté français. Je trouve que ça manque beaucoup de français à Arsenal. Alors moi, j'avais, pour ma part, un joueur un peu plus cher, mais moi, c'est Tchouaméni. Je trouve Ah que ouais? je trouve bah, moi je le verrais tellement bien dans l'effectif d'Arsenal. Et le problème c'est qu'il est un peu plus cher. Il a 26 ans, mais il faut se dire qu'à 26 ans, il a remporté, je crois, deux voire Hmm. trois Ligues des Champions. Il a l'habitude des grands clubs. Alors après, il n'y a pas l'adaptation Première Ligue, mais je sais pas pourquoi j'ai cette senteur où je me dis que ce mec-là, il pourrait tellement s'épanouir chez nous. Mais Manu Koné, franchement, Louis, tu l'as sorti de je sais pas où, mais ouais, j'aime beaucoup. Team France à fond. Donc après, encore une fois, on verra bien. Euh, on arrive sur la fin de cet épisode, messieurs. J'aimerais juste profiter
de l'instant et du moment de l'enregistrement, puisque de toute façon, on a passé le match de l'équipe de France à enregistrer, donc voilà, j'ai rien vu, je m'en fous. Louis, toi, je sais que tu es devant, parce qu'on voit en fonction de la prise de vue si tu es plus ou moins dans la lumière. Non, je voudrais qu'on fasse un petit focus sur une nouvelle assez triste et malheureuse qui vient de tomber aujourd'hui, donc au moment où on enregistre, nous sommes le lundi 8 juin, à savoir le forfait déclaré de Timber. Euh, Pas suffisamment remis de sa blessure à l'aine, je crois. Et le staff médical de la sélection néerlandaise a donc décidé, avec probablement le joueur, de d'interrompre son stage de, de pré-Coupe du Monde et ils vont probablement appeler un autre joueur. Et je trouvais que bah, ça fait partie de l'actualité d'un Gunners, donc c'est important d'en parler. Mais je crois que c'est toi, Louis, qui disais que tu es tellement deg pour le joueur et je suis tellement d'accord avec toi et je pense que Louis va partager, que Nicolas va partager également ses sentiments. C'est-à-dire que il a tout donné depuis un mois et demi pour revenir en finale des Champions. Il fait 70 minutes d'un niveau assez incroyable compte tenu du manque de rythme qu'il avait. Et au final, il se pète et il se prive d'une Coupe du Monde. Et je trouve, encore une fois, sur le côté humain, je trouve ça tellement, tellement, tellement triste pour le joueur, Louis. Bah oui, oui, carrément. Moi, Timber, c'est un joueur que j'adore et je pense que sans sa blessure, il aurait pu également prétendre être l'un des meilleurs joueurs de la saison, puisqu'on parle de la constance de Rice, mais on peut aussi parler de la constance de Timber depuis le début de saison, même de la saison dernière, qui est assez remarquable. Et ouais, voilà, physiquement, c'est aussi un joueur qui a beaucoup pioché, parce que derrière, White a aussi été en difficulté physique depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs saisons. Et là, clairement, oui, je suis triste pour lui parce que bah, comme j'ai dit, c'est un joueur que j'adore. Et quand tu adores un joueur, forcément, tu as envie aussi qu'il brille à l'international. Et j'espère surtout que cette blessure-là, du coup, ça va pas s'aggraver, que ça va pas nécessiter une opération, que ça va pas nécessiter de longues semaines d'absence, parce que la saison va aussi vite redémarrer. Donc on espère que voilà, cette période de convalescence là pendant la trêve va lui faire du bien et que physiquement il va retrouver des jambes. Et on espère qu'il n'a pas sacrifié peut-être une demi-saison pour cette finale de Ligue des Champions et qu'il va pouvoir revenir à temps pour le début de la saison 2026-2027. Nico, c'est un petit Non, peu mais dans son malheur, ça sera un petit peu la bonne nouvelle, c'est-à-dire que il va avoir 2 mois pour revenir en pleine forme et être élu meilleur latéral au monde en saison 2026-2027. ouais, alors le truc, c'est que quand tu as l'impossibilité de participer à une Coupe du Monde, au-delà de la déception, euh, il y a toute la partie derrière. C'est ben là aujourd'hui, j'ai pas trop vu, mais est-ce qu'il y a une opération prévue, le temps qu'il faudra derrière pour revenir au niveau qui était le sien? Parce qu'effectivement, comme a pu le dire Louis, c'est une saison d'une régularité impressionnante et vraiment, il y avait deux joueurs à retirer, à mettre en avant, pardon, de cet effectif, voire trois si on compte Raya, mais c'était Rice et Timber. Et là, c'est un peu la question de, OK, il fait pas la Coupe du Monde, c'est pénible pour lui, et bah, on est obligé de le remercier beaucoup pour l'investissement, le fait qu'il a voulu revenir à tout prix, et que c'est peut-être ce qui a précipité sa non-participation. Mais on se pose tout de suite un peu la question parce que bah voilà, on est supporter d'Arsenal en se disant bah ouais, mais il revient en bonne santé, il revient en pleine forme. Est-ce qu'il va décaler d'un mois son retour? Voilà, c'est toutes les questions, sachant que à aujourd'hui en backup, bah White fait plus trop le taf ou pas sur la durée. Donc non, on est malheureux pour lui. Et si on se projette, faut qu'il revienne dans les meilleures dispositions possibles. Et je suis pas forcément convaincu que c'est, entre guillemets, une bonne nouvelle
dans le fait de le récupérer en pleine forme au début de saison J'ai suivante. essayé de C'est un peu compliqué. trouver un côté Non, positif, mais mais je ouais, comprends. ouais. Mais T'es alors du coup, positif, t'es en mode non, champion non, de mais première ligue, etc. Mais après, je suis vraiment dégoûté pour lui, mais de ce que j'ai lu, le staff a estimé qu'il n'était pas suffisamment remis ouais. pour disputer la Coupe du Monde. Dans ce terme-là, ça veut dire que finalement, il aurait besoin d'un peu plus de repos. On va juste lui souhaiter de bien se rétablir. Il n'a que 24 ans. Il en jouera certainement d'autres, mais effectivement, la déception doit être ce soir assez immense. Et encore une fois, je fais des parallèles, mais le fait d'avoir cravaché comme un chien pour revenir pour cette finale des champions, et encore une fois, la prestation qu'il fait Ouais. en Ligue des Champions, je veux dire, on retrouve quand même de belles histoires. Non, c'est pas beau, mais on parle quand même par exemple, on fait le pendant avec White, qui a été exceptionnel, qui a joué blessé pendant une saison et qui s'est flingué les 2 saisons suivantes parce que le mec, il Mhm. a tout donné pour nous. On parle quand même d'un Saliba qui a joué la finale des champions en ayant une gêne au dos, ou même à un moment donné, sa Coupe du Monde était un petit peu Entre parenthèses. ouais, elle pouvait être mise entre parenthèses. Et voilà, donc du coup, pour ça, pour nos joueurs, pour tout donner pour le club en priorité, et on l'avait même dit dans les débris de match, que aucun joueur ne penserait à la Coupe du Monde et que tout le monde donnerait tout pour le club et pour le titre, ou pour les titres. Un grand merci. Et encore une fois, c'est plein de petits détails, mais je les aime tellement pour ça, quoi. Vraiment, Mhm. il y a personne qui triche, et c'est ce qui rend encore plus triste la nouvelle, quoi, pour Timber, c'est qu'il méritait tellement de faire cette Coupe du Monde. Et voilà, ça sera pas pour cette saison. Donc maintenant, on ne peut lui citer que le meilleur et un prompt rétablissement pour revenir en pleine forme. Et pour le poste d'arrière droit, ben, du coup, je fais forcément un petit rappel sur l'épisode qui est sorti il y a de ça quelques jours sur le bilan de la défense, puisque Nitinia, Corentin et Louis Tartex soulignaient l'importance de recruter au poste d'arrière droit. Cette mauvaise nouvelle vient un petit peu donner crédit et un autre argument à cette volonté de recruter. Je crois qu'on a fait le tour, messieurs. Ouais, on n'a pas parlé de Lewis Kelly puisqu'on l'a mis dedans. La belle surprise de fin de saison, si on peut terminer là-dessus finalement. C'est peut-être toujours mieux de terminer sur une note positive. La belle surprise de Lewis Kelly qui est revenu de nulle part alors qu'on le voyait partant, on le voyait presque à vendre au mois de janvier. Et il semblerait que voilà, Arteta aurait lâché que depuis le mois de décembre, il travaillait avec Lewis Kelly à ce poste de milieu de terrain et il aurait bossé dans l'ombre pendant 4 mois pour arriver au moment le plus important et le plus opportun pour suppléer Zubimendi qui était vraiment, j'allais dire, dans une fatigue physique et morale assez criante et qui aura livré une fin de saison assez incroyable et qui, moi, très honnêtement, me donne tellement envie de le voir à côté de Rice parce que je trouve que le binôme 100% anglais, l'expérience puis la jeunesse, la fougue versus l'expérience de Rice, je pense que Lewis Kelly, il a tout à apprendre aux côtés de Rice dans un poste enfin, là, je vois vraiment Rice en 6 avec Lewis Kelly un peu plus haut. Mhm. Louis, cette fin de saison de Lewis Kelly, elle est assez improbable, incroyable. Bah, on peut utiliser tous les superlatifs que l'on veut. Bah, Bah, tous les clairement, adjectifs, pardon. c'est un joueur qui revient d'entre les morts par rapport à sa première partie de saison, hein. Tu l'as dit, première partie de saison où, dans la droite lignée de ce qu'on a pu voir la saison dernière, on le met à ce poste d'arrière gauche, ça fonctionne pas du tout. Il passe derrière Hincapié, il passe derrière Calafiori, il doit se contenter des miettes et les miettes, qu'il a, elles sont pas bonnes du tout. Et voilà, du coup, Arteta, se dit: «Bon, bah, voilà, il est peut-être temps de repasser à son poste originel qui est du milieu de terrain». Donc MLS a travaillé, MLS a pris sur lui et Arteta l'a relancé au bon moment et clairement, je pense que c'est, le changement de dynamique qui nous offre le titre de Premier League parce que, le changement de dynamique, il arrive à point nommé puisque ça coïncide aussi avec, le déclin physique de Zubimendi où clairement il n'en pouvait plus. Donc, heureusement que ce changement a été fait parce que je ne pense pas qu'on aurait pris le titre de Premier League si on avait continué avec ce milieu de terrain Odegaard, Rice, Zubimendi.
Et j'en parlais en début de podcast, mais pour moi, je fais le parallèle avec Nwaneri, c'est que oui, MLS avait disparu de la circulation, on l'annonçait sur le départ, il était, voilà, il était, je pense, lui-même au fond du trou. Et finalement, il a travaillé, il a progressé, il a eu sa chance, il a saisi sa chance. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui intrinsèquement est pétri de qualité. Et comme Nwaneri, c'est un joueur qui est pétri de qualité également. Je pense juste que c'est des joueurs qui sont encore jeunes, donc qui doivent encore apprendre, qui doivent prendre sur eux, se dire ok, je ne vais pas jouer parce que je ne suis pas encore prêt. Là-dessus, Arteta était suffisamment clair avec les jeunes joueurs. Oui, il n'hésitera pas à les faire jouer, mais pour autant, il ne va pas bousculer son équilibre pour autant. Il faut qu'ils soient prêts, il faut qu'ils gagnent leur place, il faut qu'ils montrent qu'ils ont les crocs, qu'ils ont la dalle, qu'ils gagnent leur place sur le terrain. Et si ils montrent qu'ils ont leur place sur le terrain, que le joueur ait 16, 17, 18, 19 ans, il va jouer. Et comme tu l'as dit, Raoul, je suis d'accord avec toi, je n'imagine pas un autre milieu de terrain là dans 3 mois que le milieu de terrain avec Rice et MLS. Alors, sauf grosse recrue qui nécessiterait un bouleversement au milieu de terrain, mais je ne vois pas d'arguments qui pendent dans le sens où on devrait rechanger le milieu de terrain, tellement la dynamique de fin de saison était bonne. Ouais. T'es mute, Raoul, Raoul. ton micro. Je disais, Nico, Oui. un Non, pour. rebond sur ce que Louis a dit par rapport à Lewis Kelly? Ah bah alors, sans paraphraser ce qu'a dit Louis, mais en fait, juste pour se remémorer deux, trois points, moi, je sais plus si c'était un podcast de fin de saison que j'avais participé ou que j'avais écouté, mais je crois me souvenir l'année dernière qu'il y avait un podcast qui faisait la défense, comme ça a pu être fait dernièrement là. Et il y avait un peu le débat, je crois que c'était entre Richard et toi, Raoul, sur Calafiori, MLS. Il y en avait un qui était plus Calafiori, je dirais pas qui c'est, mais ça, je pense que tout le monde le sait. Et un qui était plus MLS, c'était On toi, Raoul. l'embrasse. Ouais. Exactement. Et pour le coup, quand on regarde, quand je pars de ce point-là où c'était un titulaire en débat ou pour certains ou pas, et quand on voit qu'il a disparu, il est revenu effectivement d'entre les morts, à un autre poste, il a performé, il fait une finale de Ligue des Champions plutôt bonne d'ailleurs, et on le voit à la fin de la saison sur le bus avoir les larmes aux yeux. C'est inattendu, c'est inattendu. Donc c'est exceptionnel, ça donne envie et forcément de soutenir plus que d'autres, pour être honnête, et de continuer à le voir comme ça. Maintenant, c'est compliqué à ces âges-là, je trouve, d'avoir de l'assurance en tant que supporter dans la continuité de ce qu'ils peuvent proposer. Et c'est en ça que j'aime bien ton parallèle de un peu, on va dire, le tuteur Rice à côté de MLS. Maintenant, je pense que c'est une zone du terrain qui, de mon point de vue, on en a parlé avant, mérite un recrutement, mais on peut y aller en tout cas en disant que MLS désormais fait partie d'un milieu de terrain titulaire ou de rotation plus Fera plus. partie de la rotation. Et exactement, et que c'est là qu'il faut le voir et que c'est là qu'il a un avenir avec nous dans sa carrière, tout simplement. Et ça n'empêche qu'il faut recruter dans le milieu de terrain parce qu'il faut absolument pouvoir faire souffler Declan Rice, 27 ans, et qui, à un moment donné, il va pas pouvoir. Là, il va sortir d'une Coupe du Monde où je pense que l'Angleterre fera au minimum demi, à mon avis, et il va falloir qu'il puisse souffler. Ouais, je me suis avancé. Ouais, Juste comme ça, je viens de regarder sur l'équipe .fr le résultat de l'équipe de France qui mène 3-1 avec un triplé d'Olysée. Ça tombe bien, on fera le bilan de l'attaque très prochainement. Et du coup, je me suis amusé à aller voir combien coûtait Olysée. Bon, Transfermarkt, 150 millions d'euros. Voilà, ouais, voilà, 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 voilà. c'est Ah, rien ne nous empêche de faire une offre de Christian Norgard plus 140 millions d'euros au Bayern. On ne c'est sait jamais. vrai. Et paraît-il que Bayern Munich pourrait être intéressé par Martinelli. Moi, je veux bien qu'on fasse un échange. Et on peut rajouter encore Nordgaard et on peut rajouter les kinés qui n'ont pas été bons cette année Mhm. et encore un petit 50 millions. Non, mais ce qu'il est capable de faire, ce joueur, est assez
incroyable. Et pourtant, il est capable de s'éteindre sur une finale retour, demi-finale retour face à Paris. Voilà, c'était le petit mot de la fin. Je vous invite bien évidemment à liker, commenter, vous abonner, partager. Venez nous donner vos avis sur le dossier Declan Rice, sur Ødegaard. Nico a lâché la bombe que je ne voulais absolument pas lâcher, mais moi, ça fait maintenant plusieurs mois que je la lâche et que oui, pour moi, si on doit vendre Ødegaard et si je reste pragmatique, pour reprendre un mot, et que j'enlève le côté humain, sentimental, etc. Pour moi, il faut effectivement vendre Ødegaard, mais après, pour vendre, il faut trouver des clubs qui sont capables C'est ça. de mettre ce que l'on veut. Et aujourd'hui, je suis pas sûr que Ødegaard soit bankable. Donc voilà, n'hésitez pas à nous donner vos avis sur Nwaneri, sur qui vous voulez. On a fait le tour de nos milieux de terrain et peut-être nous dire aussi quel serait pour vous le recrutement idéal pour venir encore compléter ce milieu de terrain, qu'il soit central, axial ou plutôt plutôt en 8, plutôt en 6 ou peut-être en meneur de jeu. Nicolas et Louis, je vous remercie. Je m'excuse vraiment pour le retard, encore une fois. Désolé, les aléas professionnels. Voilà, vous avez loupé un match d'équipe de France, j'en suis désolé. Ouais, on t'en veut pas, t'inquiète Moi, je m'en pas. bats les couilles, je l'aurais quand même pas regardé, donc Pareil. voilà. Je vous embrasse. Peut-être que vous ferez partie de ceux qui débattront de l'attaque. Il y aura probablement beaucoup de choses à dire. En attendant, on va déjà publier cet épisode-là. Portez-vous bien, allez voir, il y a des nouveaux articles qui viennent de sortir et qui vont sortir sur le site internet. Pensez à nous suivre sur les réseaux également, ça nous donne de la force. Et petite info, je vous avais annoncé 10 livres de monétisation sur le mois de mai. Bingo, on a fait 11 livres. On dit tout. Voilà, on va devenir riche en l'an 3023. Je vous embrasse, à très bientôt. Common Gunners, ciao ciao. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.